36 ans, pas de script, un micro à Ouagadougou. En 24 heures, le message circule de groupes WhatsApp, extraits sur X, en 48, des présidents du Sahel le relaient et le silence de Tel Aviv devient la réponse la plus bruyante. Quand Ibrahim Traoré dit que le Burkina Faso ne répond ni à Tel Aviv, ni à Washington, ni à Paris, que change-t-il pour ceux qui regardent? Ce n'est pas seulement un discours, c'est un test de souveraineté, un signal aux anciennes puissances. Et la suite dépend de ce que chacun ose répéter ici et maintenant. Cette vidéo promet une chose précise: comprendre pourquoi cet instant a compté et ce qu'il change concrètement après l'émotion initiale. En 10 minutes, le spectateur gagne une grille de lecture claire sur le pouvoir, la souveraineté et le coût réel du silence. L'enjeu dépasse une conférence de presse. Il touche à la manière dont les États africains parlent, négocient et sont entendus. Depuis des décennies, beaucoup de dirigeants ont appris qu'une parole trop directe entraîne isolement, pressions économiques ou rupture diplomatique. Ici, le pari est inverse. Parler d'abord, calculer ensuite. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce basculement non comme un slogan, mais comme un signal observé, mesuré et interprété par d'autres capitales. Si ce moment est ignoré, il se dilue. S'il est compris, il redessine les attentes. La question centrale n'est donc pas ce qui a été dit, mais ce que cela autorise désormais à dire. En moins de 48 heures, une prise de parole filmée à Ouagadougou est reprise, commentée puis relayée par d'autres capitales du Sahel. En une semaine, l'absence de réponse officielle devient elle-même un message plus parlant que n'importe quel démenti. Ce basculement ne naît pas d'un communiqué rédigé à l'avance, mais d'une scène précise. Une salle pleine, des caméras braquées, et Ibrahim Traoré avançant sans note vers le micro. L'âge, 36 ans, n'est pas un détail décoratif. Il signale une génération qui n'a pas intériorisé les codes de la prudence diplomatique héritée. Le ton est direct, les phrases courtes, l'adresse explicite. La souveraineté n'est pas évoquée comme un concept, mais comme une ligne à ne plus franchir. Le contexte explique la résonance. Pendant des décennies, des avertissements informels ont circulé par voie discrète, et ils ont souvent produit l'effet attendu: le silence. Les États dépendant de l'aide, des accords commerciaux ou de la reconnaissance internationale ont appris à temporiser, à arrondir les angles, à différer les réponses. Ici, l'ordre est inversé. La parole publique précède toute négociation privée et elle est conçue pour voyager. La diffusion suit une logique contemporaine. En quelques minutes, des extraits circulent sur les réseaux sociaux. En quelques heures, ils s'installent dans des groupes familiaux et communautaires. En quelques jours, ils deviennent matière à débat dans des universités, des marchés, des lieux de culte. Ce ne sont pas des rédactions qui amplifient d'abord le message, mais des utilisateurs ordinaires qui le jugent pertinent et le partagent. C'est ce déplacement qui compte. Le centre de gravité passe des canaux officiels vers des réseaux distribués, difficiles à contenir. Les réactions de dirigeants voisins confirment que l'épisode n'est pas isolé. Elles indiquent qu'un seuil a été franchi, celui où se taire coûte désormais autant que parler. Et c'est à partir de ce point que l'histoire cesse d'être un simple discours pour devenir un précédent. Pour comprendre pourquoi cette scène a produit un impact immédiat, il faut regarder l'homme autant que le moment. Ibrahim Traoré n'entre pas dans la pièce comme un diplomate en tournée. L'uniforme militaire rappelle un parcours façonné par la sécurité et l'urgence, pas par les salons feutrés. Ce détail visuel agit comme un raccourci narratif. Il annonce un langage sans détour et une hiérarchie de priorités différentes. La salle réagit avant même la fin des phrases. Les journalistes cessent de tapoter, les micros avancent. Le silence qui suit certaines déclarations n'est pas de l'hésitation,
mais une reconnaissance collective que quelque chose sort du cadre habituel. Pour les observateurs locaux, le signal est clair. Cette parole n'est pas calibrée pour plaire à des partenaires extérieurs, mais pour être entendue par une opinion africaine lassée des compromis asymétriques. Les premiers effets apparaissent rapidement. Dans les heures qui suivent, des extraits sont repris par des responsables politiques voisins, non pas accompagnés de longues analyses, mais de messages brefs, presque laconiques. Ce choix compte. Il suggère un soutien implicite sans surenchère et transforme une déclaration individuelle en geste collectif. L'acte de partage devient lui-même une prise de position. Sur le terrain social, l'impact est tout aussi visible. Des conversations s'ouvrent là où il n'y avait que résignation. Des étudiants débattent du sens de la souveraineté économique. Des travailleurs évoquent pour la première fois à voix haute le coût du silence diplomatique. Le discours sert de déclencheur, pas de conclusion. Ce rôle de personnage guide est central. Il ne s'agit pas d'un héros mythifié, mais d'un point de fixation provisoire. Ibrahim Traoré canalise des frustrations anciennes et leur donne une forme publique lisible. Au fond, l'idée est simple. Quand un leader parle ainsi et n'est pas immédiatement réduit au silence, l'espace du possible s'élargit pour d'autres. Tout commence par un signal discret, presque banal dans les usages diplomatiques. Des avertissements auraient circulé, transmis sans publicité, avec une attente implicite. Rester en ligne, éviter certaines prises de position, préserver l'ordre établi. Puis vient la rupture. Au lieu d'un silence calculé, la réponse est publique, frontale, enregistrée. Ibrahim Traoré transforme un échange supposé privé en message destiné à être entendu par tous. L'activation est immédiate. Les mots sont simples, mais ils tracent une frontière nette. Ne pas répondre à tel capital ni à tel autre n'est pas une formule rhétorique, c'est un renversement de posture. Le Burkina Faso n'est plus présenté comme un acteur périphérique cherchant l'approbation, mais comme un État posant ses propres conditions. Cette bascule, exprimée en quelques phrases, enclenche la séquence suivante. Le point culminant survient avec la propagation. En moins d'une journée, les extraits circulent sur plusieurs plateformes. Les commentaires s'accumulent. Les messages de soutien s'ajoutent, souvent courts, parfois émotionnels, mais convergents. Des dirigeants du Sahel relaient à leur tour, non pour répéter chaque mot, mais pour signaler une unité de ton. La déclaration cesse d'être individuelle. Elle devient collective par résonance. Les répliques suivent, ou plutôt leur absence. Aucune réponse officielle, aucun communiqué correctif, aucune mise au point public. Ce vide crée un effet paradoxal. Il amplifie le message initial. Là où une contradiction aurait refermé le débat, le silence l'étend. Les observateurs interprètent, les analystes spéculent. Le public conclut que les anciennes méthodes de pression ne fonctionnent plus avec la même efficacité. Les ondes de choc se prolongent. Dans les jours suivants, la séquence est citée dans des débats plus larges sur l'indépendance économique, la présence militaire étrangère et les alliances régionales. Le discours sert de point d'ancrage pour relire des décennies de relations asymétriques. Il ne crée pas ces tensions, mais il les rend visibles et discutables. Puis viennent les répliques, la phase la plus durable. Des attentes nouvelles s'installent. Si une telle parole est possible ici, pourquoi pas ailleurs? Cette question circule, sans slogan, sans programme, mais avec insistance. Ibrahim Traoré n'a pas seulement répondu à un avertissement présumé, il a déclenché une chaîne d'événements où chaque silence, chaque partage, chaque reprise devient un acte politique à part entière. Pour commencer, le premier indicateur est le temps. En 24 heures, une vidéo issue d'une conférence locale sort de son cadre initial et circule bien au-delà des médias nationaux. En 48 heures, elle n'est plus seulement partagée, elle est commentée, découpée, contextualisée et intégrée à des débats régionaux.
Ce passage rapide d'un événement ponctuel à un phénomène transnational constitue la ligne de base. La variation, ensuite, se mesure à la vitesse de diffusion et à la diversité des relais. Ensuite, le deuxième indicateur est la structure de la propagation. Le message ne progresse pas par des canaux hiérarchiques classiques, mais par des réseaux distribués. Des plateformes ouvertes amorcent le mouvement, puis des espaces fermés prennent le relais. Cette transition est décisive. Elle signifie que la circulation ne dépend plus d'algorithmes de visibilité publique, mais de décisions individuelles répétées. Chaque partage est volontaire, chaque rediffusion implique un jugement implicite de pertinence. Enfin, le troisième indicateur concerne la réponse institutionnelle, ou plutôt son absence. Habituellement, une prise de position perçue comme sensible déclenche au minimum un correctif, un démenti ou une clarification. Ici, le contraste est net entre l'ampleur de la diffusion et le silence officiel qui suit. La ligne de base serait une réaction rapide. Le delta observé est un vide prolongé. Ce décalage est interprété comme un signal par les publics attentifs. Ces trois mesures n'exigent pas de statistiques complexes pour être comprises. Elles reposent donc sur des seuils observables: rapidité, largeur et asymétrie de réponse. Ensemble, elles dessinent un schéma cohérent. La parole initiale ne se contente pas d'exister. Elle modifie le comportement des autres acteurs, y compris ceux qui choisissent de ne pas répondre. L'âge du locuteur joue aussi un rôle indirect. À 36 ans, Ibrahim Traoré est perçu comme appartenant à une génération familière des dynamiques numériques et moins contrainte par les réflexes de retenue hérités. Cette perception renforce la crédibilité du geste auprès d'un public jeune, habitué à mesurer l'impact en heures plutôt qu'en semaines. Pris séparément, chacun de ces éléments pourrait sembler anecdotique. Pris ensemble, ils constituent une preuve fonctionnelle. Quelque chose a changé dans la manière dont une parole politique africaine circule, est évaluée et produit des effets. La question n'est plus de savoir si le message a été entendu, mais comment cette nouvelle ligne de base influencera les prochaines prises de position. La première objection est stratégique. Une parole aussi frontale, disent certains observateurs, expose inutilement un pays déjà fragile à des représailles économiques ou diplomatiques. Dans un environnement international asymétrique, la prudence aurait été une forme de protection rationnelle. Selon cette lecture, parler moins fort permettrait de préserver des marges de manœuvre, d'éviter des sanctions informelles et de maintenir des canaux de négociation ouverts, même imparfaits. La deuxième objection est institutionnelle. Un discours, aussi marquant soit-il, ne remplace pas des capacités administratives, des réformes économiques, ni des résultats sécuritaires tangibles. Le risque serait de confondre symbole et transformation réelle. Les critiques soulignent que l'histoire africaine est jalonnée de déclarations puissantes, suivies de retours à la dépendance, faute de structures solides pour soutenir l'élan initial. Autrement dit, les mots peuvent mobiliser, mais ils ne suffisent pas à gouverner. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils reposent sur des expériences passées bien documentées et sur une lecture réaliste des rapports de force. Ignorer ces mises en garde reviendrait à répéter des erreurs connues, mais l'analyse reste incomplète si elle s'arrête là. La réponse tient dans le timing et le canal. Le coût du silence n'est plus celui d'hier. Dans un espace informationnel fragmenté, se taire face à une pression perçue peut être interprétée comme une acceptation tacite. À l'inverse, une parole publique, même risquée, crée un registre visible qui contraint les réactions adverses. Le silence institutionnel observé après cette prise de position suggère que les leviers traditionnels ne sont pas toujours activables sans frais. De plus, le symbole n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une dynamique régionale où des dirigeants partagent des trajectoires
et des diagnostics similaires. Cela change la donne. La parole ne flotte pas seule, elle s'adosse à une attente collective. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un individu audacieux, mais un point de convergence temporaire. Le débat se déplace alors. Il ne s'agit plus de choisir entre parole et action, mais de comprendre comment une parole publique redéfinit le champ des actions possibles, pour le meilleur comme pour le pire. Ce qui change réellement à ce stade n'est pas le contenu du discours, mais la réaction qu'il provoque, ou plutôt l'absence de réaction. Dans les jours qui suivent, l'attente d'un démenti, d'une clarification ou d'une réponse formelle reste sans suite. Ce vide n'est pas neutre. Il agit comme un projecteur inversé, attirant l'attention précisément parce qu'il n'y a rien à commenter. Habituellement, une prise de position jugée excessive est rapidement recadrée. Un communiqué apaise, une déclaration relativise, une controverse chasse l'autre. Ici, rien de tel. Le silence prolonge la durée de vie du message initial. Il oblige les observateurs à interpréter, les publics à combler les blancs et les alliés potentiels à se positionner sans directive claire venue d'en haut. C'est à ce moment que l'épisode change de nature. Il cesse d'être une confrontation verbale pour devenir un test de crédibilité. Si aucune réponse n'arrive, c'est peut-être que répondre coûte plus cher que se taire. Cette hypothèse circule largement, renforcée par la diffusion continue des extraits et par les commentaires qui soulignent ce mutisme comme une victoire symbolique. Pour Ibrahim Traoré, ce point médian marque un déplacement du rapport de force narratif. Il n'est plus seulement celui qui parle, mais celui autour duquel les autres ajustent leur comportement. Le centre de gravité se déplace, non par accumulation de nouvelles déclarations, mais par la persistance d'une seule. La révélation est là. Dans un environnement saturé de discours, le silence sélectif peut amplifier une parole plus sûrement qu'une confrontation directe. Et cette logique reconfigure la suite des événements. Pour les institutions nationales, la première conséquence est symbolique mais opérante. Quand une parole publique n'est pas immédiatement sanctionnée, elle élargit l'éventail des positions considérées comme acceptables. Des responsables administratifs, des diplomates et des cadres intermédiaires réévaluent leur propre marge d'expression. Le message implicite est que certaines lignes rouges longtemps intériorisées ne sont plus aussi infranchissables qu'on le croyait. Pour les acteurs économiques, l'effet est plus ambivalent. D'un côté, l'incertitude augmente. Les partenaires habitués à des relations prévisibles observent avec prudence une posture plus affirmée. De l'autre, de nouveaux interlocuteurs potentiels s'y reconnaissent. Une parole axée sur la souveraineté et la réciprocité peut attirer des investissements prêts à accepter des conditions différentes, moins extractives, plus négociées. Le court terme se tend, le moyen terme s'ouvre. Pour les citoyens, l'impact est immédiat et tangible dans l'espace public. Les discussions changent de ton. Ce qui relevait autrefois du murmure devient sujet de débat ouvert. Des jeunes, en particulier, interprètent l'épisode comme la preuve que la politique internationale n'est pas un domaine réservé à des experts lointains. Le sentiment d'impuissance recule, remplacé par une attente nouvelle, celle de cohérence entre les paroles et les actes. Pour la région, enfin, la conséquence la plus structurante est l'effet d'entraînement. Lorsque des dirigeants voisins relaient ou soutiennent implicitement la prise de position, ils signalent qu'un isolement automatique n'est plus garanti. Cette perception modifie les calculs stratégiques. Une pression exercée sur un État peut désormais produire une réaction collective, ou au moins coordonnée, ce qui change le coût politique de l'intervention. Ces effets ne sont pas théoriques. Ils s'observent dans la durée de circulation du message, dans la diversité des publics touchés et dans l'ajustement des discours officiels autour du thème de la souveraineté.
Ibrahim Traoré devient ainsi un repère, non parce qu'il impose une ligne unique, mais parce qu'il rend visible des conséquences jusque-là diffuses. La question qui se pose alors est pratique. Comment transformer cette onde symbolique en politique durable, sans perdre l'élan initial ni sous-estimer les résistances à venir? Pour commencer, le scénario de base est celui d'une normalisation prudente. La parole reste ferme, mais les interactions quotidiennes reprennent sur un mode plus discret. Les partenaires extérieurs testent les limites sans provoquer de rupture ouverte. Les autorités locales cherchent des équilibres pratiques en traduisant le discours de souveraineté en ajustements progressifs plutôt qu'en chocs frontaux. L'épisode de Ouagadougou devient une référence souvent citée, rarement imitée à l'identique. Dans une perspective plus favorable, le scénario optimiste suppose un effet d'entraînement maîtrisé. D'autres États adoptent un ton plus affirmé, coordonnent leur position et réduisent le risque d'isolement individuel. Les discussions économiques se rééquilibrent lentement avec davantage de clauses de réciprocité et de transparence. La parole initiale sert alors de levier, non pour rompre, mais pour renégocier. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un déclencheur, pas comme un centre permanent de décision. À l'inverse, le scénario pessimiste repose sur une montée des frictions. Les pressions deviennent plus indirectes. Retards administratifs, refroidissement de coopération, signaux négatifs envoyés au marché. La parole publique reste populaire à l'intérieur, mais son coût augmente à l'extérieur. Sans coordination régionale suffisante, l'écart entre symbole et capacité matérielle se creuse, fragilisant la posture initiale. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils montrent que l'enjeu central n'est pas de choisir entre fermeté et compromis, mais de séquencer les deux. La recommandation intellectuelle est simple. Observer les réactions réelles plutôt que les intentions déclarées et ajuster le rythme en conséquence. Ce qui se joue sur les 6 à 12 prochains mois n'est pas la validité d'un discours, mais sa capacité à s'inscrire dans une trajectoire soutenable où chaque mot prononcé élargit et non referme le champ des options. Pour le spectateur engagé dans la vie civique, l'épisode agit comme un rappel. La politique internationale n'est pas abstraite. Elle se manifeste dans des décisions qui affectent l'emploi, la sécurité et le prix de la vie quotidienne. Comprendre ces mécanismes permet de lire autrement les annonces officielles et de distinguer postures symboliques et changements structurels. L'enjeu personnel est la lucidité, pas l'adhésion aveugle. Pour les membres de la diaspora, la scène résonne différemment. Elle reconnecte à un espace politique souvent perçu à distance, à travers des récits fragmentés. Voir une parole assumée, largement partagée, peut raviver un sentiment d'appartenance et une volonté de contribuer autrement que par la nostalgie. Le geste n'efface pas les contradictions, mais il rend le lien plus concret. Pour les jeunes, enfin, l'impact est peut-être le plus direct. L'âge du dirigeant, le ton employé et la circulation numérique du message créent une proximité inhabituelle. La politique cesse d'être un domaine réservé à des figures lointaines. Elle devient un terrain où l'expression compte, où le silence n'est plus la seule option raisonnable. Cette perception modifie les attentes et parfois les trajectoires. Ces effets sont modestes mais cumulatifs. Ils n'impliquent pas un engagement immédiat ni une adhésion totale. Ils ouvrent des questions, déplacent quelqu'un des lignes intérieures et invitent à suivre la suite avec attention. Ibrahim Traoré n'est pas présenté ici comme un modèle à copier, mais comme un point de départ pour une réflexion personnelle sur le rapport entre parole, responsabilité et conséquence. À ce stade, le spectateur n'est pas sommé d'agir. Il est invité à observer, comparer et garder en mémoire cet épisode lorsque apparaîtront d'autres moments de tension ou de choix collectifs. D'abord,
La première étape consiste à stabiliser le message. Une parole publique forte doit être suivie d'une cohérence dans les actes administratifs et diplomatiques. Cela implique d'aligner les communications officielles, d'éviter les signaux contradictoires et de clarifier les priorités auprès des partenaires. Le critère de mesure est simple: moins de corrections a posteriori, plus de continuité perçue. Ensuite, la deuxième étape est la coordination régionale. Lorsque plusieurs États partagent des diagnostics similaires, l'effet de levier augmente. Des échanges réguliers, même informels, permettent d'anticiper les réactions extérieures et de répartir les coûts potentiels. Ici, le succès se mesure à la synchronisation des prises de parole et à la réduction des réponses isolées. Puis, la troisième étape touche à l'économie politique. Transformer un symbole en politique durable suppose d'identifier des secteurs pilotes où la renégociation est possible sans choc immédiat. Des accords ciblés, transparents et évaluables servent de test. Le suivi repose sur des indicateurs clairs: délais, contrepartie et impacts locaux observables. Après cela, la quatrième étape est la gestion des attentes internes. Une parole forte crée de l'espoir, mais aussi des exigences rapides. Expliquer les contraintes, les délais et les compromis évite les désillusions. Le baromètre ici est la qualité du débat public, non son unanimité. Enfin, la cinquième étape concerne l'apprentissage institutionnel. Chaque interaction, réussie ou non, alimente une base d'expérience. Documenter, analyser et ajuster devient une pratique régulière. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas la solution en soi, mais le point de départ d'un processus mesurable, où la souveraineté se construit par étapes plutôt que par déclarations isolées. On revient à l'image initiale: une salle dense, des caméras fixes et un homme avançant sans notes. Ce détail, presque banal, est devenu un repère. Il rappelle que les tournants politiques ne n'esquissent pas toujours de longues négociations, mais parfois d'un instant où quelqu'un décide de parler autrement. Le micro dans cette scène n'est plus un accessoire médiatique, il devient un seuil. Le rappel émotionnel fonctionne parce qu'il relie le début et la suite. Les débats, les scénarios et les conséquences disent analyser plutôt trouvent leur origine dans ce moment précis. La force du symbole tient à sa simplicité. Il ne promet pas un avenir garanti, il signale une possibilité. Et cette possibilité, une fois perçue, ne disparaît pas facilement des mémoires collectives. Pour beaucoup, Ibrahim Traoré incarne cette bascule temporaire entre résignation et projection. Non comme une figure idéalisée, mais comme un rappel vivant que la parole publique peut encore déplacer des lignes, même brièvement. Ce souvenir sert de point d'ancrage lorsque le contexte se durcit ou que les compromis réapparaissent. La phrase qui reste est courte, presque sèche. Parler change le cadre. Elle ne dit pas que parler suffit. Elle dit que le silence n'est plus neutre. Et c'est peut-être là l'héritage le plus durable de cet épisode. À ce stade, il ne s'agit pas de conclure par un mot d'ordre, mais par une ouverture. L'épisode analysé ici n'appelle pas une adhésion automatique ni un rejet réflexe. Il invite à observer autrement les prochains signaux, à comparer les discours aux actes et à suivre la manière dont les équilibres se redessinent dans la durée. La vigilance devient une forme de participation. Le geste attendu du spectateur est simple: continuer à s'informer, croiser les sources et replacer chaque nouvelle déclaration dans le cadre plus large de ce qui a déjà été dit et fait. Les moments forts gagnent en sens lorsqu'ils sont reliés entre eux plutôt que consommés isolément. C'est ainsi que se construit une compréhension plus fine des dynamiques de pouvoir. Dans cet espace de réflexion, Ibrahim Traoré n'est ni un point final ni une réponse définitive. Il est un repère parmi d'autres, utile tant qu'il aide à poser de meilleures questions. La plus importante reste ouverte. Lorsque de nouveaux choix se présenteront,
Quelles paroles compteront vraiment et lesquelles passeront inaperçues? La suite dépendra moins d'un discours passé que de l'attention portée au suivant. Observer, questionner et rester attentif est déjà une manière de prendre part à ce qui vient.